Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de PCB Piezotronics sur l'étalonnage en vibration. Ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Une toute petite partie très rapide où je vais représenter les interlocuteurs et qui on est. Ensuite, c'est Luc qui prendra la parole pour parler de tout ce qui est théorie de l'étalonnage. On enchaînera ensuite sur toute une partie consacrée aux solutions d'étalonnage qu'on propose. À l'issue de toutes ces parties-là, vous pourrez poser des questions. Vous pouvez aussi poser des questions tout au long du webinaire via l'onglet chat qui est sur votre droite. On y répondra soit au fur et à mesure si ça s'y prête, donc par chat, soit au fur et à mesure en faisant un petit zoom sur cette question-là en cours de présentation, soit en fin de présentation. Mais en tout cas, on répondra à toutes les questions. Voir si c'est des questions très complexes, on y répondra en dehors de la présentation, le temps de prendre les renseignements nécessaires. Présent aujourd'hui pour ce webinaire, Luc Mijon, qui est ingénieur d'application, qui va nous parler de toute la partie théorique. Oui, bonjour donc. Bastien Mille, ingénieur technico-commercial qu'une partie de vous connaissez déjà, qui va parler de toute la partie solution. Bonjour. Et enfin, nous avons un intervenant qui est Philippe Langenaken, qui nous vient de Belgique, qui travaille chez PCB Europe, qui est Business Development Manager. Alors, Philippe étant belge, il n'est pas 100% francophone. Vous lui pardonnerez ses petites erreurs de langage s'il y en a. Et c'est Philippe qui sera... Et Philippe sera chargé justement de gérer le chat et de répondre à vos questions au fur et à mesure, si possible. Donc voilà, en termes d'organisation et de personnes présentes. Et enfin moi, Maïwen Courbeau, je suis responsable marketing et digital et j'organise ces webinaires. Juste pour représenter rapidement qui on est et pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui. On est PCB Piezotronics, filiale française de la compagnie américaine qui a été fondée en 67 aux USA. PCB Piezotronics développe, fabrique dans ses propres usines des solutions de mesure de grandeur physique depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment la spécificité, c'est qu'on a notre R&D, nos usines de fabrication, toute la chaîne. On a intégré groupe MTS en 2016, MTS qui est le leader mondial de tout ce qui est système de test haute performance, capteur de précision, entreprise américaine également cotée au Nasdaq. Et là, on intervient pour présenter des solutions de The Model Shop qui appartient à PCB Piezotronics depuis maintenant très longtemps et qui propose tout ce qui est système de génération de vibration et système d'étalonnage en vibration, pression, acoustique et force. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur la partie système d'étalonnage en vibration. Juste rapidement pour reparler de PCB Piezotronics, on met en avant des valeurs qui sont quand même assez importantes, qui sont la partie compétences. Comme je vous disais tout à l'heure, on connaît, on est compétent parce qu'on a la R&D, parce qu'on a les usines, on a tout. On a des personnes en interne, par exemple les personnes présentes aujourd'hui, Bastien, Luc et Philippe, qui ont des connaissances applicatives et qui connaissent votre métier et vos besoins et connaissent également nos produits et toute la théorie autour des essais en vibration. En termes de qualité, on maîtrise la chaîne de A à Z. On a une technologie qui est éprouvée. Et on travaille énormément sur le service avec du service de produits en stock qu'on livre le plus vite possible, un portail client qui est disponible en permanence, qu'on enrichit au fur et à mesure de services complémentaires, services de location, services de maintenance, d'étalonnage. Voilà. Donc, c'était juste pour vous refaire une petite présentation rapide. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais passer la main à Luc qui va vous parler de la théorie de l'étalonnage. Ouais, merci Maïwen. Juste une petite note, j'apprécie énormément les bonjours sur le chat. Parce qu'on fait ces webinaires justement pour qu'ils soient vivants et interactifs. C'est pour ça qu'on vous propose de poser des questions. C'est la grande différence par rapport à des vidéos qu'on enregistrerait et où on vous mettrait juste des liens. C'est ce côté interactif qui est vraiment très très important puisque l'objectif c'est de vous présenter des choses et que vous soyez réceptifs. Hésitez surtout pas. Donc sur la partie l'importance de l'étalonnage, il y a plusieurs points qui sont à mettre en avant. Effectivement, quand on achète des instruments de mesure, il faut qu'ils disent des choses qui soient intelligentes. Donc, on va vérifier les performances du capteur par rapport à celles qu'on a données techniquement. On va s'assurer de sa bonne santé parce que
forcément, c'est pas lui va donner un signal, mais il va falloir s'assurer que le signal, c'est bien l'image de ce qu'on va vouloir mesurer. C'est nécessaire pour tout ce qui est traçabilité. Et le plus important, c'est que j'appelle ça, moi, la phase visible des problèmes comme celle d'un iceberg. C'est-à-dire que même un petit défaut qu'on voit à l'œil, ça peut cacher un problème beaucoup plus important à l'intérieur du capteur. Donc, voici un exemple type de quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir si on n'a pas le bon équipement. Là, vous avez en vert, en fait, la courbe de réponse d'un capteur tel qu'il est contrôlé et livré neuf. Et en rouge, en fait, la réponse d'un capteur qui serait endommagé. Sauf qu'en fonction de l'endroit où on va chercher à contrôler, soit il va être encore dans sa plage de réponse normale, soit il va montrer des défauts. Quand on travaille, par exemple, on verra dans les systèmes qui vont être présentés par Bastien, on a différents moyens qui permettent de faire ce type de contrôle. Si on travaille avec un système à main qui va avoir une fréquence donnée, par exemple 200 Hz ou 250 Hz, on se retrouve dans la plage qui est encore plate, exactement la même que celle du capteur d'origine, et on va avoir un point donné à une fréquence donc de 100 Hz qui sera correspondante à celle du comportement du capteur. Par contre, si on va utiliser un moyen cette fois-ci qui sera avec un pot vibrant qui va balayer l'intégralité de sa plage active, là, on va voir que finalement, il y a des défauts dans la pièce. Il y a des défauts quand on parle d'un capteur piézoélectrique, par exemple, dans le cristal, d'un capteur résistif, dans les bras du pont qui vont composer l'élément sensible. Donc, en fonction du moyen qu'on va utiliser pour le même capteur, on peut avoir un système bon, pas bon. Si on fait un étalonnage complet, là par contre, c'est comme passer une voiture sur un banc, on va tout vérifier, l'essentiel. Même la température, ce sont des essais qu'on peut faire. Alors, ensuite, si je passe à la suite, tout ce qui dit étalonnage et certificat, on va parler de traçabilité et des références. Alors avant, on disait aux étalons nationaux, puisqu'on avait dans chaque pays en fait des normes. Par exemple, en France, c'était le COFRAC. On a le NIF qui va être utilisé aux États-Unis, le DAX qui va être utilisé pour définir en Allemagne justement ces normes. Aujourd'hui, de façon internationale, il existe la norme ISO 17025. Et ce qui est important, c'est-à-dire que si le relevé et le certificat d'étalonnage montrent que les équipements sont traçables en ISO 17025, ça veut dire que même si l'étalonnage provient d'un pays étranger, il répond donc à la norme internationale. Ce qui est important aussi, ce que j'ai rajouté en point en bas de document, les intervalles d'étalonnage et l'obligation de réétalonner ces capteurs, ce n'est pas le fabricant du capteur qui la met en place. Ce n'est pas la norme qui la met en place. Ce sont les clients, leur manuel qualité et généralement les risques qui sont le Bureau national de métrologie ou COFRAC, les comités français d'accréditation. Généralement, on mélange les deux. Je suis d'accord avec vous. Donc, ce que j'explique, c'est que c'est souvent les risques d'utilisation, c'est-à-dire qu'un capteur qui est utilisé de façon très régulière et mis à ses limites, on va lui demander d'être vérifié plus souvent pour son état de santé qu'un capteur qui est sorti, je dirais, une fois par an, parce que c'est lui qui va être utilisé pour étalonner tous les autres équipements de la structure. Quand on parle donc d'accéléromètre, cette fois-ci, on va se focaliser sur le thème d'aujourd'hui. Il existe plusieurs types de niveaux d'étalonnage d'accéléromètre. Quand on voit donc la norme ISO 16063, elle est définie en plusieurs parties. Et en fait, on va utiliser tel ou tel moyen, donc que ce soit primaire avec un interféromètre ou avec un système de méthode réciproque ou une comparaison. Donc ça sera plutôt plus faible. On l'a en choc, en vibration, tel qu'on va le voir plus tard. À chaque fois, en fait, le moyen qui est utilisé correspond à la précision qu'on veut garantir sur le capteur ou qu'on veut surveiller. Encore une fois, quand on va travailler sur un capteur qui va être une surveillance, on ne va pas lui demander forcément le même niveau de précision ou de vérification qu'un capteur qui va être justement étalon interne de la structure et qui va vérifier en fait tout le parc capteur derrière. Donc voilà. Sur les moyens de The Model Shop, on ne propose pas tout
la liste. On a des systèmes d'étalonnage qui sont proposés. Par contre, quand on arrive aux étalons par interféromètre, c'est un système qu'on utilise, c'est pas un système qu'on vend. Quand on a donc un certificat d'étalonnage, son objectif, c'est bien sûr de présenter une fois sa fiche de suivi, comme chez le médecin, où on va présenter les éléments qui sont clés du capteur. Donc, on a fait une petite liste avec les points où ça apparaît. Ça peut apparaître sur différents endroits en fonction de la disponibilité de la place, mais globalement, on va avoir les informations générales de la traçabilité au niveau des moyens des talons, donc le capteur de référence et sa propre traçabilité. Après, on va voir les informations sur le test et ce que nous pouvons espérer obtenir en précision nos moyens étalons ou du moyen étalon utilisé. Les caractéristiques du capteur, principalement celles sur lesquelles on va se focaliser, et bien sûr le rendu, soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique, pour des facilités de visibilité ou éventuellement un traitement supplémentaire par l'opérateur. Là, vous avez un certificat issu d'un balayage en fréquence. Donc, on voit même les corridors en fonction de la fréquence qui nous dira derrière si le matériel est bon ou défectueux. Le deuxième type de certificat qu'on présente sur les accéléromètres, donc cette fois-ci on va plus parler de choc, c'est-à-dire que on a donc le même tableau de points mais à différents niveaux d'amplitude et on va pouvoir déterminer bonjour, on va pouvoir déterminer si le capteur est linéaire cette fois-ci en amplitude. Je passe donc avec un système, on parlait justement de la face visible de l'iceberg ou cachée. Il existe des moyens de s'assurer avant étalonnage que le capteur est encore, moi j'appelle ça vivant, c'est-à-dire on ne va pas dire qu'il est fonctionnel parce qu'on ne sait toujours pas quelles sont ses réponses propres. Par contre, on peut quand même s'assurer du fait que, au moins au début, il fonctionne correctement. Je dirais la voiture démarre. Si la voiture démarre pas, c'est pas la peine de se dire est-ce qu'elle va rouler pour faire Paris-Marseille. On sait déjà que la voiture ne fonctionne pas, donc elle nécessite d'être réparée. Là, sur les capteurs de type piézoélectrique à électronique intégrée, on va s'intéresser au bias, surtout qui est déjà la première des images. C'est la valeur constante sur laquelle le signal de mesure va se superposer, principe du bias. C'est très important. On peut le tester donc en mettant un système en T et mesurer la tension sur une valeur donc constante, sur un oscilloscope ou sur un équipement de type voltmètre. Ce niveau de bias qui doit correspondre globalement à 50% de la tension d'excitation va permettre de garantir au capteur d'avoir son maximum d'amplitude, comme on voit sur le graphique derrière, cette amplitude qui sera l'image en fait de la vibration et de sa plage de mesure. Si cette valeur de bias est trop basse, soit on va saturer le capteur, et donc on va écréter le signal, on va perdre une partie de la dynamique, et inversement, si jamais, là, je vais plutôt prendre l'excès de tension parce que le capteur a pris un coup, parce qu'il y a des composants qui sont abîmés, ce niveau de bias est plus élevé, là on peut risquer potentiellement d'être en saturation, pas forcément de la sortie du capteur, mais de l'étage d'entrée de l'électronique qui est derrière. Ce qui est très important, je conclue là-dessus au moins au niveau du bias, parce que ça semble pas grand-chose, mais c'est quand même très très important. Si jamais le capteur, vous le testez à plus ou moins 1 G, vous verrez jamais qu'il écrète, si jamais il est censé être à 100 G. Parce qu'en fait, vous allez avoir une dynamique de quelques millivolts et le signal, le circuit va permettre de voir cette sinus à plus ou moins 1 G, plus ou moins 10 G. Par contre, s'il sature à 80 parce que le bias s'est décalé, du coup, ça se trouve, vous pourrez plus faire plus 80, moins 100, mais vous avez masqué un niveau de 20 G qui sera invisible sur votre équipement. Vous pourrez le constater que si vous testez le capteur, justement dans certaines de ses limites. Là, quand on travaille cette fois-ci sur des capteurs non pas piézoélectriques, mais qu'on va appeler DC, DC, ça recouvre en fait la partie capacitive et résistive. Ces capteurs-là ont la capacité de mesurer une accélération continue. Celle qui est à notre disposition, très pratique et utilisée dans toute expertise de capteur, chose que je fais dès que je commence à vérifier les capteurs. On le fait en plus 1 G, on le tourne de 90, ce qui met en tranchant par rapport à la gravité, donc on est à 0. Et si on le retourne cette fois-ci encore de 90, donc on a un moins 1 G. Et rien que ça, on est capable de voir avec des capteurs
qui ont, oui, c'est ça, c'est 0, plus 90, moins 90. Donc, je fais 90 plus 90. En faisant ça, on est susceptible de voir le palier moins 1, 0, plus 1, les paliers donc. Et même cette étape intermédiaire, alors attention, quand on teste des capteurs à 2000 G, le signal, même si le signal a une résolution infinie, on vient quand même chatouiller des tensions qui sont très très faibles, mais on est susceptible de pouvoir voir ces intermédiaires comme un inclinomètre. Donc, rien que cette information-là, ça permet de vérifier la valeur à 0, parce que si elle est hors tolérance, il s'est passé quelque chose sur le capteur ou sur l'électronique. Et après, en faisant plus ou moins 1, le signal étant supposé être symétrique, vous pouvez aussi vérifier que le comportement est normal. Encore une fois, vous n'avez pas calibré le capteur, vous l'avez vérifié. Et c'est déjà beaucoup. Envoyer un capteur en étalonnage sans qu'il ait été vérifié et au final on vous dit bah, il est cassé, c'était peut-être pas nécessaire de chercher à le renvoyer. Vous l'auriez renvoyé en disant je comprends pas, il a l'air d'aller mal, il serait parti immédiatement en expertise réparation et on n'aurait pas perdu de temps, voire d'argent, en essayant d'étalonner sans l'avoir vérifié. Je passe à la partie cette fois-ci propre à l'étalonnage, on n'est plus en vérification. Quand on va donc étalonner un capteur, vous avez tous vous utilisez tous un capteur par rapport à des spécificités ou des spécifications. Quand on a donc une documentation sur un capteur, on a des points qui sont soit des points qui vont être une garantie de tolérance, c'est-à-dire que ce soit la linéarité, on peut avoir la linéarité vraie, mais on peut avoir une tolérance de linéarité. On a la garantie d'une influence du transverse qui est en dessous de telle ou telle valeur. On va avoir une plage de fréquence, tout ça, ce sont des choses qu'on va contrôler. Et on a des valeurs qui sont propres au capteur que vous avez en main. Typiquement, la sensibilité, où on va devoir ajuster l'électronique. Pareil, on a des plages sur un capteur. S'il sort 10 millivolts par G ou 10,1 millivolts par G, du coup, ça vous fait une erreur de ratio de 10%. Donc, ces valeurs-là, elles vont être figées par capteur et on va les contrôler, les mesurer. Quand on fait donc un étalonnage d'un capteur en vibration, typiquement, on va d'abord chercher à prendre une valeur de référence, ce qu'on appelle la sensibilité de référence. En fonction du fabricant, bien souvent, on peut en avoir trois en fait. On a 80 Hz, 100 Hz ou 159,2 Hz. Ça dépendra du fabricant et de ses références. Généralement, si c'est américain, européen, c'est pas forcément la même. Pour faire ça, donc, on va exciter le capteur en le mettant en comparaison. On voit dans une sensibilité annoncée à 100 Hz ou à 102 Hz. Quelle est la norme qui fixe? Alors, il n'y a aucune norme. Ce que je viens d'expliquer, c'est on va utiliser une fréquence et on va dire ce sera ma référence parce qu'une fois qu'on a cette sensibilité-là, après on fait un balayage, ce que j'expliquais à la diapositive d'après, et on va la comparer en fait à cette valeur, la valeur donnée à cette fréquence. Il en faut une. Après, il n'y a rien de figé ou d'imposé par les normes. Là, les méthodes qu'on utilise, celles qui sont présentées ici, en fait, c'est une comparaison. On va avoir un capteur étalon qui aura sa propre sensibilité. On va monter donc en ce qu'on appelle back-to-back. Ah, il n'y a pas une norme qui fixe. Oui. Le back-to-back, c'est-à-dire qu'on va les comparer. Les deux éléments sensibles sont au plus proches et on va superposer la sensibilité du capteur testé à celle du capteur étalon. Et donc, on va être capable de tracer la courbe de réponse en fréquence. Le petit exemple qui est là, on voit un capteur qui est externe au pot vibrant, à savoir que tous les équipements de The Modal Shop ont un capteur qui est intégré. Et il existe sur le marché des équipements donc externes ou internes pour faire ces comparaisons. Donc voilà, ça, la courbe qui est en haut à droite, c'est la réponse d'un système mécanique de premier ordre, donc avec une plage, enfin une zone de fréquence plate. Et après, on arrive à la résonance, qui est ici présentée non amortie. À savoir que donc de cette courbe de réponse en fréquence, on considère que quand on veut mesurer, on va travailler en réponse en pourcentage sur la zone plate.
Quand on va parler en dB, c'est plutôt lorsqu'on fait des équipements de surveillance industrielle, c'est-à-dire que c'est plus la précision qu'on va demander vraiment au capteur, c'est plus la surveillance de la fréquence donnée. Typiquement en maintenance préventive, la fréquence va être l'image, enfin, lorsque l'amplitude va grandir, d'une pièce défectueuse. Plus que la valeur du défaut, on va surtout chercher à isoler quelle fréquence, quelle pièce commence à ne plus fonctionner correctement. Si c'est un roulement qui s'abîme, voilà, on va changer le roulement. On ne va pas chercher à mesurer le niveau de G exact du défaut du roulement, juste la fréquence. Donc, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait, la valeur de résonance qui est figée donc à 80, 100 ou 160 Hz en standard, on va l'utiliser comme référence et on va comparer toutes les réponses en fréquence avec des niveaux de points alors qui sont multiples sur la plage active du capteur. Donc toujours le signal rendu par rapport à la sensibilité de référence. Et donc après on trace donc le corridor ou la courbe de réponse dans le corridor en pourcent ou en dB. Donc je parlais de la plage de réponse à 5%, celle qui permet de faire la mesure. Il est quand même important de s'assurer de la réponse propre, naturelle du capteur, qui est la fréquence de résonance. Là, on présente comment on fait ce type de recherche, c'est-à-dire qu'on va balayer avec un capteur qui, lui, a une résonance beaucoup plus élevée que celle qui est théorique du capteur testé. On ne reste pas sur la fréquence, hein, c'est juste un balayage, de telle sorte à déterminer, comme on voit sur le schéma de droite, la dernière en bas, c'est-à-dire que le capteur, cette fois-ci, on ne va pas comparer à la fréquence de résonance du capteur propre, mais du capteur étalon. On va superposer les deux capteurs. Il y en a un qui va être amplifié puisqu'il travaille à sa résonance, donc sortir une valeur de signal beaucoup plus importante que celle qui est attendue. Et donc, avec ce type de courbe-là, on arrive à déterminer la fréquence exacte de résonance du système. Attention, quand on travaille avec des capteurs IUPE ou ICP, on a un filtre qui est intégré. Donc, on n'est pas forcément capable de l'avoir. Quand on travaille avec un capteur à électronique intégrée, tel que les capteurs capacitifs, ça intègre aussi des filtres. Quand on travaille par contre avec des capteurs de type mode de charge, où la sortie n'est pas filtrée, là on peut voir la résonance. Quand on travaille avec des capteurs type pont de Whetstone, donc à jauge de contrainte ou avec des MEMS résistifs, amplifiés, là c'est pareil, on peut voir la fréquence de résonance. Par contre, s'il y a un système s'il y a un fil qui est intégré dans le système, c'est pas sûr. L'objectif c'est en partie aussi de la supprimer, donc c'est pas forcément visible. Deuxième étalonnage type, là pour des applications qui sont souvent différentes, c'est-à-dire quand on travaille avec des balayages en fréquence, bien souvent c'est parce qu'on cherche à la plage de réponse en fréquence du système. Par contre, quand on travaille dans des milieux de type impact ou choc, on va chercher cette fois-ci à caractériser la linéarité du capteur. Et là, c'est comme on pourrait faire sur un capteur de force, sauf que c'est beaucoup plus facile pour faire un capteur de force ou pour faire un capteur de pression. On va définir des paliers qui sont généralement de l'ordre de 20% de l'étendue de mesure du capteur. Et on va générer un signal, donc là, un choc, qui va être donc de différentes amplitudes. Quand on travaille avec des capteurs de type accéléromètre, on va avoir différents moyens en fonction de ce qu'on souhaite, de l'étendue de mesure du capteur. Ils sont listés. Dans un 40G, les pots vibrants sont capables de le faire, donc ce sont des moyens qui sont relativement simples. On change simplement l'amplitude de l'accélération, et après on peut même travailler à des fréquences différentes. Quand on travaille sur des niveaux qui sont plus hauts, donc de 100G à 10 000 G, on va utiliser, tel que sur la photo, un système qu'on appelle la tour de choc, où c'est globalement un marteau, une enclume, la partie basse qui intègre les deux capteurs qui vont être comparés, puisque ça fonctionne que par comparaison, sont sur un projectile qui va être excité avec un vérin pneumatique et qui va venir impacter la partie supérieure. Le choc est maîtrisé, très important, comparé aux essais de crash et autres où on maîtrise pas grand-chose. Là, le choc est calibré de type sinus, dont on va définir la durée. Et on va comparer en fait le capteur étalon avec le capteur à tester, avec le niveau de G, donc qui sera, alors il n'est jamais aussi propre que 100, 200, 300, 400. Hein. Les impacts, c'est jamais aussi net. Encore une fois, c'est pas une masse qu'on vient poser sur un capteur, c'est un impact qui a une énergie.
mais on est capable de faire quelque chose relativement propre par comparaison. Le dernier équipement qui est marqué, qui s'appelle la barre d'Hopkinson, là, on ne parle plus d'étalonnage, on parle de calibrage. C'est de la caractérisation des capteurs. Je connais des sociétés qui décident de leur propre utilisation. Choisir une sensibilité à une référence. Tout à fait, Philippe. Merci du commentaire. Dernier élément très important, on parlait de la linéarité, de la réponse en fréquence. On n'a pas parlé de tous les points qui peuvent être testés, parce que la température en fait partie aussi. Hein. Quand on travaille avec des capteurs qui sont donnés à moins 50 et plus de 150 degrés, on va aussi chercher à les caractériser en température. Mais là, on parle principalement à température ambiante. Un des éléments, quand on travaille notamment avec un capteur mono, biaxe, triaxe, c'est l'incidence d'une voie sur une autre. Donc, on va vérifier ces effets d'erreur transverse, c'est-à-dire que quand on excite le capteur sur un axe qui est perpendiculaire à son axe de travail, il doit avoir le moins de répercussions possibles. Pour ça, il faut savoir que ce sont des moyens qui sont plus compliqués, généralement qui nécessitent des machines propres. Il y en a très très peu chez des opérateurs. Sont généralement des équipements qui sont pour les fabricants des capteurs en interne. C'est pas utile de faire ce type d'essai. Ça va être quand même très très important parce qu'on va chercher à regarder quelle est soit la position du capteur ou quel est le maximum qu'on puisse obtenir d'erreur pour garantir ce qu'on a sur les specs, donc 3%, 5%, où le capteur est influencé par une vibration transverse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dessus? Si il existe deux systèmes, celui où vous voyez où on fait tourner en fait le capteur sur un axe, donc on voit bien l'amplitude de la tige. Il existe un autre système aussi, c'est où on fait un balayage avec le capteur qu'on peut tourner petit à petit. Il est sur une plateforme de rotation et on va le tourner de 10, 5 degrés, 30 degrés sur cette ligne d'un vérin en fait qui fait juste des allers-retours avec une valeur d'accélération qui elle est constante en fait. Les solutions d'étalonnage, ça, ce sont tous les moyens qui seront présentés par Fabien, proposés par TMS, Bastien, pardon, pas Fabien. Bastien, s'il te plaît. Ouais. Donc du coup, Luc a terminé la partie, on va dire, théorique entre guillemets. Moi, je vais vous présenter les différentes solutions qu'on peut proposer via PCB ou TMS, qui est l'entité qui s'occupe de toute la partie système d'étalonnage. On va commencer du plus simple, du plus basique jusqu'au plus sophistiqué, en commençant par le calibreur manuel, donc référence 394C06. Donc ça, c'est la solution la plus basique. C'est un pot vibrant qui génère une excitation fixe de 1G 159,2 Hz, on-off, ça vibre ou ça vibre pas, et ça permet de vérifier votre capteur en un point. J'ai une petite vidéo qui illustre l'utilisation, qui est assez simple. Donc très simplement, j'ai mis un accéléro sur le calibreur, j'ai relié l'accéléro à un conditionneur et je visualise la sortie sur un oscilloscope. Et tout l'intérêt, c'est de vérifier qu'on retrouve bien les 1G et 159 Hz qu'on a généré avec le calibreur. Donc, solution la plus basique, une vérif en un point. Ensuite, on va avoir une solution un peu plus poussée. Attendez qu'on revienne sur la présentation. Voilà, donc ça c'est ce calibreur à main. Ensuite, la solution un peu plus poussée, c'est la balisette de vérification. Donc, on a deux références, soit 9100D, soit 9200D en fonction de la gamme de fréquences. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette valise? C'est une valise avec un pot vibrant intégré. Et là, à la différence du premier calibreur où on était limité à une fréquence, une amplitude, là, on peut régler la fréquence et l'amplitude et du coup faire des vérifs sur toute la plage de fréquence du capteur. Donc la 9100D, elle va de 5 Hz à 10 kHz, et la 9200D, c'est la version basse fréquence qui commence à 0,7 Hz et va jusqu'à 2 kg. À noter qu'une utilisation qui est peut-être un peu plus orientée industrielle, qui est classique, c'est plus quand les gens aussi ont des installations
orientées monitoring, surveillance, ces valises-là peuvent être utilisées pour volontairement dépasser un seuil d'alerte et voir que le système répond bien. C'était une petite parenthèse. Ensuite, il y a une version plus évoluée de cette valise qui est donc toujours en fonction des fréquences 91 10D ou 92 10D. Là, la grosse différence, c'est qu'on peut toujours générer une excitation à différentes fréquences, différents niveaux. Mais là, le gros intérêt, c'est qu'on peut pouvoir directement brancher son capteur à la valise et lire directement sa sensibilité. Donc, alors, moi, chez moi, les vidéos ne marchent pas bien, mais je pense qu'il y a une vidéo qui a dû être lancée. Donc, vous voyez sur l'écran d'affichage que vous pouvez avoir. Est-ce que quelqu'un... Ouais, donc... Je pense que la vidéo a été lancée. Moi, ça ne suit pas forcément bien chez moi. Donc, sur l'écran, vous voyez qu'on peut régler amplitude, fréquence. On lit directement la sensibilité du capteur via un capteur de référence, par comparaison. Et le gros intérêt, c'est qu'on peut enregistrer des points. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, 1.1, c'est-à-dire que c'était le point 1 de la série 1. On enregistre différentes fréquences. Différents points pardon, à différentes fréquences. Et ensuite, le gros intérêt, c'est qu'on peut exporter ces séries d'étalonnage, les importer sur un PC avec une macro Excel et s'éditer les certificats d'étalonnage. Donc, c'est une solution qui est bien plus évoluée et qui vous permet de vous faire vous-même des certificats d'étalonnage assez simplement. Voilà, donc là, c'est une réponse en fréquence. On peut aussi tester la linéarité. Voilà. Petite précision sur ces valises. Donc, la version de base est plutôt orientée pour des capteurs ICP. Pour autant, avec des options, on a aussi des versions adaptées aux capteurs charge, aux capteurs capacitifs ou aux piézoresistifs. Et autre petite subtilité de cette valise qui n'est pas forcément évidente sur la présentation, mais on peut programmer des routines, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à régler point par point la fréquence, le niveau qu'on veut aller vérifier, on peut programmer des routines où on prédéfinit quels sont les différents points qu'on veut aller vérifier. Et ensuite, on peut exécuter la routine et c'est semi-automatique. On fait suivant, on n'a pas le réglage à faire point par point. Ensuite, on a, c'est une déclinaison de la solution qu'on vient d'avoir juste avant. C'est la référence 9000A, qui est sur le même principe que le 9110D, sauf que cette fois-ci, au lieu que le pot vibrant soit intégré à la valise, l'intérêt c'est de piloter un pot externe. Donc, les deux gros intérêts qu'on peut avoir à privilégier cette solution, c'est premièrement, ça peut permettre de faire des vérifications horizontalement, avec un pot qui vibre horizontalement, typiquement pour des géophones ou des systèmes un peu plus sismiques. Et l'autre gros intérêt, c'est qu'on peut avoir du coup un pot plus gros qui peut permettre de faire des calibrations sur des sous-systèmes complets qui sont beaucoup plus lourds. J'ai pas précisé, mais la valise, elle peut soit fonctionner en accélération, enfin les unités, on peut choisir les unités en accélération, en vibration, en accélération, en déplacement ou en vitesse. Ensuite, on va passer au gros système, entre guillemets. Donc, c'est les bancs d'étalonnage qui sont basés sur le logiciel 9155. Donc, la base est commune, en fait, à tous les systèmes Modal Shop. Donc là, on va se focus sur les solutions orientées accélération, mais pour info, on fait aussi des solutions en acoustique ou en pression. Et le gros intérêt de ce système complet, c'est d'avoir quelque chose de simple. Donc c'est un système clé en main, automatique, c'est-à-dire que vous avez votre base de capteurs qui est enregistrée dans votre système. Ensuite, vous avez juste à aller chercher quel capteur vous voulez étalonner et tout est automatisé. Vous avez à la fin votre certificat d'étalonnage que vous pouvez enregistrer. C'est assez rapide. Vous verrez, il y a une vidéo juste après. C'est traçable NIST et effectivement à la fin le certificat est ISO 17025 et vous pouvez, si vous voulez, l'exporter en format Excel et le modifier. Alors,
premier excitateur qu'on peut utiliser avec ce système-là, donc c'est le air bearing shaker. Bon, air bearing, on pourrait traduire par pot à coussin d'air. Donc en termes de fréquence, vous voyez, donc ça va de 5 Hz à 20 kHz. Si on veut faire un étalonnage en fréquence, si on veut aller chercher la fréquence de résonance, on peut aller jusqu'à 50 kHz. On monte jusqu'à 40 G si besoin, et on peut mettre un capteur jusqu'à 500 grammes. Vous voyez au milieu du pot, c'est le capteur de référence, l'accéléromètre de référence qui sert de référence pour les étalonnages, et surtout le gros avantage de cette technologie à coussin d'air, c'est d'avoir donc le fait que ce soit à coussin d'air fait qu'il n'y a pas de contact et qu'on a un niveau de déplacement transverse très faible. C'est ce qu'on voit sur la slide juste après. Et voilà, vous voyez en rouge et en vert les niveaux de déplacement transverse du air bearing comparé à un pot plus classique à membrane en bleu, et vous voyez qu'en fait les niveaux de déplacement transverse du air bearing sont largement en dessous de ce que recommande la norme ISO, des recommandations minimum de la norme ISO. Une autre façon d'illustrer ça, c'est avec ces courbes qui représentent les niveaux transverses en fonction de l'orientation des capteurs. Et ce qu'il faut en retenir, en fait, c'est que le air bearing n'induit pas d'erreur sur vos étalonnages. C'est tout ça l'info à retenir. C'est que la techno air bearing qui coussin d'air vous apporte plus de fiabilité dans vos étalonnages. Hop, j'ai une vidéo qui illustre un petit peu le fonctionnement du air bearing. Donc, vous voyez le capteur qui est posé sur le air bearing. Là, c'est le côté logiciel. Bon, normalement, ce que vous avez fait, vous avez déjà enregistré vos capteurs dans votre base, et en fait, vous avez juste derrière aller rechercher le capteur que vous voulez étalonner, et normalement, vous avez déjà paramétré sa plage de fréquence. Vous avez déjà tout paramétré, donc en fait c'est automatique, c'est ce que vous allez voir là. Hop, yes. Donc du coup, il va faire un balayage en fréquence et vous allez récupérer les deux infos, le niveau et la phase en fonction des fréquences. Donc là, vous allez voir, je vais me taire pour que vous entendiez. Ouais, c'est bon, on entend bien le chant. Ouais, voilà, en fait, bon, ça, on l'entend plus qu'on le voit, le balayage. Je pense qu'en basse fréquence, on va avoir un peu quelque chose de plus visuel. Ouais, voilà. Et quand on passe sur les basses fréquences, c'est un peu plus visuel, effectivement. Et derrière, la finalité, c'est bien évidemment de récupérer un certificat. Donc là, c'est le résultat de l'étalonnage. En principe, ouais. Donc, bon, la vidéo ne montrait pas le certificat à la fin, mais si vous remontez un peu plus haut dans la présentation, vous avez un exemple de certificat qui était dans la partie de Luc, la partie plus théorique. Donc ça, c'est l'excitateur le plus standard, entre guillemets, pour les étalonnages en vibration classique. Ensuite, on peut avoir d'autres excitateurs, et notamment, attendez, on repasse sur la présentation. Voilà, donc autre excitateur qui peut être utilisé avec le système 455, c'est le long stroke. En fait, c'est un excitateur pour les étalonnages basse fréquence. Donc, long stroke, en fait, l'intérêt, c'est qu'il ait une longue course pour aller justement faire des excitations plus basse fréquence. Donc, il y a deux déclinaisons. La version classique va de 0,5 Hz à 500 Hz en utilisant un capteur de référence. On a aussi une version ultra basse fréquence qui commence à 0,1 Hz, et cette fois-ci, c'est plus avec un accéléromètre, mais c'est avec un codeur optique que la référence se fait. Théoriquement, j'ai une vidéo qui illustre un petit peu le fonctionnement de cet excitateur. C'était juste pour illustrer quand le fait qu'il y ait une longue course permet de faire des excitations plus basse fréquence. Ouais. Je vais attendre qu'on voit
des excitations sur toute la longueur. Bon, je vois. Voilà. Donc c'était surtout pour illustrer le fonctionnement. La partie logicielle, c'est la même, parce que donc la base est la même, hein, ça reste le 91-55. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez avoir même les deux excitateurs qui sont sur le même banc en fait. Donc MyWen, je pense qu'on peut revenir à la présentation. Voilà. La vidéo, on l'a vu. Et donc le dernier excitateur qu'on vous présente ici, parce que on est sur une partie, un webinaire orienté accélération, en sachant que vous l'avez dit un peu plus tôt, on a d'autres excitateurs, notamment pour les étalonnages en pression dynamique. C'est on appelle puncture tower en anglais. Donc c'est la tour à choc pour les étalonnages d'accéléromètre de choc. Comment c'est... Donc là, c'est un fonctionnement qui est un peu différent. C'est pas des balayages en fréquence comme on a pu avoir avant. Ici, on va plutôt venir générer des impacts. Vous voyez sur l'image du milieu, on a une petite enclume sur laquelle on a un accéléromètre de référence qui est vissé et on va revenir visser par-dessus notre accéléromètre à tester. Et en fait, il y a un impact qui est un impact propulsé par air comprimé qui va venir impacter l'enclume par le dessous. Et la petite précision, c'est que l'accéléromètre de référence que vous voyez, c'est la référence PCB 301 à 12, et en termes de niveau, on peut aller jusqu'à 10 000 G. On n'a pas de vidéo pour ce système-là, mais pareil, ça utilise la même base logicielle. Et voilà, on a fait le tour des choses qu'on voulait vous montrer. À noter que, effectivement, on n'a pas montré forcément tout ce qu'on... on a montré ce qu'on a pu dans la limite de temps. À noter qu'on peut bien sûr faire d'autres présentations, d'autres démonstrations, d'autres webinaires. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont prévus sur le sujet des étalonnages. Alors, je suis désolé, j'ai pas vraiment regardé les questions quand je faisais la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions qui restent en suspens. Alors, juste avant d'arriver aux questions, je vais juste préciser un petit point. Donc, ce qu'on note, ce qu'on vous dit, c'est qu'on peut faire des démonstrations en ligne, c'est-à-dire que plutôt que de déplacer les systèmes d'étalonnage jusque chez vous, ce qui est un peu complexe, notamment en ce moment, on peut organiser des rendez-vous, donc pour le coup one-to-one et pas en format webinaire comme ça, où vous nous expliquez en amont un petit peu ce que vous devez faire en termes d'étalonnage et on vous montre par webcam en visio comment fonctionne le système et on a interaction avec vous. À savoir que Philippe, qui répond aux questions actuellement, quand on peut se déplacer, lui, il peut se déplacer avec un banc qui est mis en place sur site client. C'est vrai que la situation actuelle est plus compliquée, mais c'est quelque chose que Philippe fait. S'il y a un besoin d'un banc complet, une démonstration avec les différents équipements est possible. Voilà, donc en gros, il y a webinar, puis après, avec des petites vidéos qu'on a faites, après, il y a les vraies démonstrations en ligne adaptées vraiment à votre problématique. Et derrière, la Rolls-Royce, c'est carrément le banc d'étalonnage qu'on déplace chez vous pour manipuler avec vous. Voilà. Exactement. On va passer aux questions. Il y a eu un grand débat que j'ai demandé de botter jusqu'à la fin du webinaire pendant la discussion sur la comparaison entre les étalonnages en choc et en vibration. Alors, il est clair pour tout le monde que l'étalonnage en vibration, on voit très bien avec les systèmes vibrants, donc soit avec des balayages haute fréquence ou des systèmes haute fréquence ou basse fréquence, générer une forme sinus est quand même assez aisé. À l'inverse, l'accélération, cette fois-ci, à différents niveaux de G, quand on dépasse celui qui est faisable par un pot vibrant, c'est beaucoup plus dur parce qu'on va passer sur un système d'impact. Et l'impact, en fait, on le maîtrise nettement moins. On peut espérer une certaine forme de répétabilité, mais
pas de répétabilité suffisante dans la valeur pour dire que voilà, je prends une bille, par exemple, dans le cas d'un système chute, ça existait, un vieil équipement dans le DEFCO fonctionnait comme ça, bon, les systèmes pneumatiques, on prenait une bille, on la lâchait, ça venait taper et on allait contrôler la réponse du capteur. Le seul truc, c'est que la bille, même si elle est normalement parfaitement sphérique, et ben avec les essais, ben ça s'aplatit. C'est plus aussi rond que ce qu'on voulait, et donc en fonction, puis ça va aussi mater potentiellement la surface d'impact. Et ben ces petites variations de zone matée ou zone encore bien arrondie ou c'est pas tout à fait au centre. Enfin voilà, il y a quand même plein de paramètres qui varient. À chaque fois, ça a une incidence sur la valeur de l'impact. Donc on ne peut pas garantir que quand on fait deux lâchers de billes à la même hauteur, et en plus cette hauteur peut potentiellement varier aussi en fonction de la manipulation, on va avoir deux niveaux de G, deux niveaux d'énergie qui sont différents, et on ne peut pas dire là je vais faire 100 G pile poil. Donc en fait, on va vraiment utiliser à chaque fois un système de comparaison avec un capteur, où lui, on va avoir une sensibilité qui va être définie, et on va générer un impact. On va utiliser le niveau mesuré par le capteur étalon, et on va le comparer avec le capteur étalonné. Mais quand on dit on va faire un choc à 20% qui représente 100 G, si ça se trouve, ce sera 105. Si ça se trouve, ce sera 110. Mais par contre, il y en a un qui aura bien mesuré que c'était 110 et on va comparer le 110 perçu par le capteur testé du 110 perçu par le capteur étalon. C'est comme ça que ça fonctionne. Quel que soit le type de système dynamique en choc, on ne pourra pas faire mieux. Aujourd'hui, ou je ne saurais pas dire. Par contre, ça ne veut pas dire que l'étalonnage n'est pas fiable, puisque le capteur étalon, lui, garantit une mesure propre, même si le niveau de G est différent, il garantit quand même la vraie mesure en G. Donc, quand vous voyez les différents équipements, le système est limité jusqu'à 10 000 G et après on passe sur d'autres équipements parce que si jamais on essaie de taper à plus de 10 000 G, là on arrive aussi aux limites du matériel utilisé. Bastien, il parlait de comparer un système par palier à air d'un système de membrane pour les pots vibrants. On voit que, arrivé à certaines fréquences, la structure de type membrane va générer des erreurs qui vont rendre impossible ou moins précises plutôt certaines fréquences de contrôle. Et ben c'est pareil pour les systèmes à choc pneumatique, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le banc lui-même va commencer à, je vais dire, partir en sucette, c'est une expression que j'aime beaucoup, et du coup, on ne peut plus considérer que ça va être utilisé comme un étalonnage. Si on va juste simuler quelque chose, c'est comme si vous preniez une voiture, je sais que la voiture, je la mets dans le mur à 50 km/h, je vais m'en servir de valeur étalon. Et on vient tester la voiture. On ne peut plus tester le capteur, on ne peut pas se servir d'un crash véhicule pour tester un capteur. Bah là, c'est pareil. On arrive à la limite des systèmes pneu choc. Et donc, on va dire, c'est pas la peine de chercher plus, hein, vous pouvez taper beaucoup plus fort. Par contre, vous n'aurez aucune précision et aucune reproductibilité ou répétabilité de l'équipement. Donc, on va dire, nous, on ne fait pas. Et le dernier point, comme on parlait sur la notion du G, l'avantage, c'est que comme pour les capteurs de force ou les capteurs de pression, encore une fois, vous mettez, si vous prenez une masse, vous la posez sur un capteur de force, ça vous fait, je sais pas moi, 10 kg, vous retirez la masse, 0, vous remettez 10 kg. Ça, c'est super propre, c'est répétable, c'est très très fiable. Les accéléromètres, ça ne marche pas comme ça. La barre d'Hopkinson, encore une fois, là, on va taper dessus et on va travailler avec des jauges de déformation pour capter les accélérations. On va éloigner les capteurs pour essayer d'être le plus précis possible, mais le système ne permet pas de donner une certification. Là, en plus, on n'est même pas capable d'étalonner de façon super précise le moyen. Le principe des échelles d'étalonnage avec les différents niveaux de référence et de traçabilité, à un moment ou à un autre, celui qui est plus précis, automatiquement, il faut qu'on ait quelque chose d'encore plus précis pour pouvoir le garantir. Et là, on atteint nos limites. J'espère avoir été un peu plus clair ou plus précis sur la réponse. Alors, je vois qu'il y a encore des échanges. J'ai dit que j'aimais beaucoup l'avis l'avis des webinars parce qu'on échange. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on a, je crois qu'on est à 70 participants ou
60 participants. On ne peut pas ouvrir le micro à tout le monde comme on fait sur certains webinaires en plus petit comité. Mais c'est très très bien que vous commentiez, vous posiez vos questions, parce que l'important, c'est pas qu'on vous présente des choses, c'est qu'on réponde à vos attentes. Comment monter les accéléromètres TRIACS pour vérifier les actifs? Alors oui, Monsieur Renaud, on utilise, encore une fois, je le répète tout le temps, déjà j'aime énormément, mais surtout s'il y a des points qui sont critiques, comme l'a dit Maïwen, on peut prévoir des sessions qui sont plus dédiées à des applications ou à des sociétés pour détailler votre problématique propre. Là, on est forcément obligé de répondre un peu, pas à la volée, mais de répondre à tout le monde en même temps. Alors peut-être que ça intéresse tout le monde, peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeraient des points plus détaillés. Voilà, on peut le faire de façon différente aussi si besoin. Alors, comment monter les accéléromètres TRIACS pour vérifier les axes X, Y? Alors, si vous regardez toutes les specs, quel que soit le fabricant, il y a deux façons de présenter les choses. Je ne vais pas dire j'en aime aucune des deux, mais globalement, les éléments sensibles d'un capteur TRIACS, ils sont les mêmes pour les axes X, Y, Z. Le cube qui est à l'intérieur qui va servir de montée, il permet d'avoir une perpendicularité de chacun des axes, beaucoup plus précise d'ailleurs que si jamais ils n'étaient pas à l'intérieur du capteur, mais montés par l'utilisateur sur un autre cube. Ils ont tous la même réponse en fréquence. Par contre, en fonction de comment vous allez le tester, on peut avoir des filetages 1032, on peut avoir différents types de montage, qui fait que le moyen étalon, lui, ne va pas permettre, si on a un seul filetage 1032 sur l'axe Z, eh ben, l'interface de montage qui va permettre de tester X et Y va avoir des cross-axis, du transverse, ou des propriétés qui vont limiter la réponse. Le quartz, encore une fois, qui est à l'intérieur, aucun problème. C'est tous le même, il n'y a pas de raison que ils aient une autre réponse. Par contre, le fait de l'avoir vissé sur un équerre ou de l'avoir vissé sur un bloc et on fait intervenir une accélération en tranchant sur le filetage, ça peut avoir une réponse dynamique qui va s'additionner au comportement du capteur. Donc, beaucoup de documentation vont vous dire, puisque l'axe XY, c'est les plus faibles, on va dire que axe YZ, X, Y, Z sont la réponse en fréquence la plus faible possible. J'appelle ça la loi des barriques. D'autres vont dire, mon axe Z, je peux monter jusqu'à 10 kg. Par contre, en X et Y, on va pouvoir monter que jusqu'à 6 ou 7 kHz. Très important, ce que je viens de dire, ce n'est pas l'élément sensible qui va limiter cette réponse en fréquence, c'est le montage qui va générer le problème. Donc si on arrive à bien fixer le capteur, à la limite on le colle dans de la résine et puis ça ne bouge plus, il n'y a plus d'incidence de montage, et ben ils répondront tous de la même façon au maximum de leur capacité. On vend des interfaces pour le test. Voilà. Je reviens à votre question initiale. J'expliquais juste, je faisais une aparté sur la caractérisation en fréquence. On avait fait, il y a de ça une semaine, un webinar en parlant justement des différents types de montage, quand on était brièvement sur le collage, le vissage, l'aimant, enfin, voilà, ça a aussi des incidences sur les axes X, Y et Z. Avez-vous la référence de l'interface? Oui. Alors, pas de tête. Mais par contre, ça c'est quelque chose, je suppose que mes collègues peuvent mémoriser comme question. En fonction du capteur, c'est mieux de savoir quel est le capteur que vous utilisez parce que ce n'est pas forcément la même. Il faut savoir qu'il existe aussi des interfaces en choc. Là, je parlais principalement de la vibration, mais il existe aussi des interfaces TRIACS. Voilà, Bastien, s'il te plaît. Il existe aussi des interfaces TRIACS pour des équipements en choc. Alors, je vois une autre question. À partir de quel seuil de déviation par rapport à la sensibilité originale peut-on considérer que notre accéléromètre n'est plus conforme? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais même revenir sur la diapositive. Pourquoi je n'ai pas la main? Si c'était pas la bonne touche. Votre question, en fait, elle va être ce qu'on donnait ici. C'est toujours pareil. Comme on définit un capteur par rapport à l'application, notamment un capteur étalon,
un étalon de transfert, on ne va pas du tout le choisir suivant les mêmes critères qu'un capteur qui va être testé pour surveiller une machine industrielle ou par exemple un capteur de crash. Ça ne va pas être la même application. Donc c'est l'application qu'on va en faire qui va... Bonne journée. Ce que j'allais dire, c'est l'application qui va définir le capteur. Quand on va parler d'une surveillance, allez, typiquement industrielle, machine tournante. Ce qui va être important pour la machine tournante, c'est d'être capable de dire que si jamais j'ai une fréquence qui va être à 150 Hz très importante, ça veut dire que j'ai un problème dans tel roulement, il y a probablement une dent ou il y a probablement un réducteur qui commence à se fatiguer et qui génère justement une excentricité qui se reflète comme donc une accélération sur la machine. Là, le fait d'avoir 20G, 30G en signal, on s'en fout. Je suis cru, hein, désolé, mes collègues le savent très bien, j'ai un langage, je vous prie de m'en excuser, parfois c'est pas les bons mots que j'utilise, mais en tout cas, ce qui va nous importer, c'est qu'on a détecté que le 150 Hz, il y a quelque chose qui se passe, et c'est cette pièce. Donc là, avoir une réponse en fréquence en pourcentage qui est beaucoup plus précise, ça ne m'intéresse pas. Je veux être capable de voir la fréquence. Par contre, si cette valeur sur un autre équipement, quand je fais pas de l'analyse modale, mais d'une surveillance vibratoire, mais cette fois-ci, je veux avoir le niveau d'accélération, là, je vais plutôt chercher à travailler avec des pourcentages plus précis. En faisant ça, on définit, comme vous voyez sur le schéma, la zone utile du capteur. Et c'est ça qui va vous dire, j'ai besoin de mesurer avec telle précision le niveau d'accélération, je vais me focaliser sur ma fréquence utile. J'en parlais aussi dans l'ancien webinaire. Si je veux analyser une fréquence de 100 Hz en sinus, suivant le système de non-recouvrement et, allez, je vais faire mon scientifique, la théorie de Nyquist-Shannon, si je veux avoir une fréquence donnée, il faut que j'ai 2 points par sinus. Donc globalement, 2 fois la fréquence de mesure. Je veux surveiller 100 Hz, il faut que mon équipement puisse mesurer 200 pour retrouver la courbe correspondant aux 100 Hz. Donc là aussi, automatiquement, si votre phénomène à surveiller se passe aux alentours de 150 Hz, un capteur qui aura une capacité de répondre à 300 Hz sera suffisant. Vous pouvez en acheter un qui répond à 10 kHz, ça n'a pas forcément d'intérêt dans votre cas, mais il vous faut un minimum de 300 Hz pour être capable de mesurer 150 Hz. Si votre capteur commence à déconner à partir de 500, quelque part, c'est pas grave, il faut qu'il soit pas à 300. Voilà. Je vois qu'il y a un commentaire de M. Claire Renaud. Nous utilisons la loctite pour les vérifier. Oui. Le collage du capteur, très bien. Le décollage des capteurs collés, faites très attention. On a vu sur l'image d'avant, c'est bien, j'ai réutilisé toutes les photos qu'on a fait. C'était la première où j'ai commencé. Hop, celle-ci. Là, on voit le capteur qui est bon, il va vraiment pas bien celui-là. Mais une éraflure, comme je disais, ça peut cacher beaucoup de choses. Une éraflure, si jamais ça change, même au nettoyage ou autre, ça va changer la qualité du contact sur un capteur potentiellement collé. Si c'est vissé et que c'est éraflé, ça va générer en fait des petits défauts de planéité, de surface. Et tous ces petits défauts de surface, quand on va travailler sur des fréquences relativement élevées, ça va venir générer des erreurs, des résonances involontaires et qui ne sont pas bonnes pour la mesure, puisqu'on cherche toujours forcément à avoir les capteurs les plus précis. On ne veut pas que ce soit le capteur qui vienne limiter la mesure. Et si jamais on a des défauts de montage, si on a des défauts de contact, si on a justement des défauts de qualité de surface, et tout ça, c'est des défauts qui vont se rajouter à la vraie mesure du capteur, qui sont perçus comme des erreurs. Oh, merci pour le partage, Bastien. Voilà, j'ai fini. J'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. S'il y a d'autres questions, s'il y a encore d'autres questions. pas.
Et merci, Monsieur Grescoviac, pour toutes les réponses. Vous êtes un allié précieux pour ce webinaire. Tant qu'on est en finalisation, donc sur les dernières questions, petite information. On dispose en Allemagne, donc du côté PCB Europe, d'un laboratoire d'étalonnage avec lequel on travaille. On a mis en place un process du coup 100% en ligne qui vous permet de générer, de faire vos devis, faire vos commandes d'étalonnage, générer vos bulletins de livraison et tout renvoyer directement au labo d'étalonnage pour récupérer vos capteurs le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des besoins ponctuels d'étalonnage, à aller voir sur notre site web dans l'onglet Maintenir. Il y a toutes les infos pour vous, pour faire des demandes de prestations d'étalonnage sur de la vibration. Ah, il y a Philippe qui revient, qui va peut-être vous en dire plus. Donc, on couvre la partie vibratoire basse fréquence, fréquence classique, haute fréquence, ainsi que tout ce qui est microphone, marteau d'impact. Voilà. C'était la petite. J'avais une petite question. Ah, pardon. J'avais une petite question, Maïwen. Est-ce que les questions, est-ce qu'on a les capturées? Comme ça, on peut regarder quelles questions n'étaient pas entièrement répondues et on peut revenir à tout le monde avec des réponses formelles ou... Oui, alors on a l'historique de tout ce qui s'est passé, de toutes les questions. Et de notre côté, de toute façon, vous serez tous rappelés ou vous serez tous contactés en tout cas par Colin dans mon équipe qui fera un point avec vous suite au webinaire, savoir ce qui vous a plu, déplu déjà pour pouvoir continuer à améliorer ce qu'on vous propose en termes de contenu, de qualité de contenu. Et également prendra en compte toutes les questions, les demandes, si vous avez des demandes de démonstration un petit peu plus poussées. Et suite à ce point avec Colin, on organisera tous les rendez-vous, toutes les prises de réponse dont vous aurez besoin. Voilà, ça répond à ta question, Philippe? Oui, c'était juste pour revisiter toutes les questions un petit peu. Voilà, merci. Oui. Du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire, donc qui aura duré finalement 1 heure pour 45 minutes prévues. Donc, on n'est pas mal. On a l'habitude de dépasser parfois un petit peu plus. Après, je vous remercie à tous pour votre interactivité. Comme disait Luc, l'objectif, c'est vraiment pas de vous défiler des présentations qu'on a préenregistrées, mais vraiment de le faire en live pour pouvoir discuter, interagir, échanger. Donc, ça fait plaisir d'avoir des questions. Même si on ne sait pas toujours répondre tout de suite, en tout cas, on prend en note et on vous recontactera. Donc, merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne fin de semaine. Et dernière petite chose, on vous enverra courant de semaine prochaine donc le support de présentation et le lien vers toutes les petites vidéos, ainsi que le replay du webinaire. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.